Dans État d'âme, certaines histoires commencent par un détail. Une fatigue qui ne disparaît pas, un ganglion qui apparaît, un corps qui envoie des signaux que l'on ne comprend pas encore. Au début, on doute, on se rassure, on se dit que ce n'est sûrement rien, mais parfois le corps insiste. Aujourd'hui, vous allez entendre Pauline, une jeune femme pleine de vie qui voit un jour son quotidien prendre une direction inattendue. Le diagnostic tombe, un lymphome de Hodgkin. Commence alors un parcours que beaucoup connaissent. Les examens, les traitements, l'hôpital, et cette sensation que la vie avance désormais à un autre rythme. Mais dans ce témoignage, Pauline ne parle pas seulement de la maladie. Elle partage aussi ce qui se passe à l'intérieur. La peur, les doutes, la force que l'on découvre en soi, et ces moments où l'on apprend à regarder la vie autrement. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Ce fameux lundi 17 février 2025, je suis allée aux urgences pour une douleur thoracique et je pensais repartir avec une simple ordonnance de médicaments. Mais ça n'a pas été le cas. Effectivement, je n'étais vraiment pas en forme depuis quelques mois déjà. J'étais fatiguée, beaucoup fatiguée, je me plaignais tout le temps et même mes collègues de travail m'en reparlent aujourd'hui. Je faisais des siestes alors que ça ne m'est jamais arrivé. J'ai consulté l'interne de mon médecin traitant pour des douleurs au niveau du thorax et qui, lui, m'a envoyé faire des séances de kiné sans prescription au préalable d'une radio ou écho, éventuellement. Donc, s'en est suivi encore de la fatigue pendant, je dirais bien, 3-4 mois. J'ai été voir un cardiologue également, en vain. Et ce matin du 17 février, j'ai été réveillée par une douleur qui, je pensais, partirait au bout de quelques instants ou quelques heures, mais non. Je suis donc allée travailler pour 8 heures et cette douleur persistait, malgré le fait que je sois assise au travail. C'est un travail sédentaire. Je me suis donc rendue aux urgences par la suite, sous conseil de la cadre de santé, où j'ai été prise en charge tout de suite. Oui, petite précision, je travaille à l'hôpital. Donc après plusieurs heures et plein d'examens passés, dont un scanner thoracique injecté, la médecin urgentiste m'annonce que l'on m'hospitalise car ils ont trouvé une masse au niveau du médiastin. Donc à ce moment-là, je comprends plus ou moins ce qu'il se passe, mais je me mets dans une bulle. S'en est suivi une longue attente avant que l'on me transfère en chambre. Et j'imagine encore que c'est un mauvais cauchemar à ce moment-là. Le moment où j'ai compris que c'était un cancer, c'est seulement quelques heures après que l'on m'ait annoncé que l'on me gardait en hospitalisation. Car ma mère et moi travaillons à l'hôpital. Et c'est un médecin que nous connaissons toutes les deux qui a dit à ma mère ce que c'était, ce que j'avais, avant même de passer la biopsie le lendemain, qui aura, elle, bien confirmé ce que les médecins redoutaient. Ils m'ont dit « Madame, c'est un lymphome d'Hodgkin ». Je crois que je ne me suis pas inquiétée à ce moment-là. On m'a tout de suite indiqué que cela se soigne très bien et j'ai une confiance entière pour le corps médical. Donc, je me suis laissée faire. Je n'ai pas vraiment eu le temps de réaliser en fait que j'avais un cancer car tout s'est enchaîné très vite. Le lendemain de mon arrivée aux urgences, on m'a transférée dans un autre hôpital pour me faire du coup la biopsie qui a bien confirmé le fameux lymphome d'Hodgkin à cellules, donc cellule B de stade 2. Et tous les jours, j'avais des examens pendant une semaine. Entre autres, donc une échographie cardiaque, des prises de sang, un TAP scan, la pose du PAC, donc du porte-à-4, la radio de contrôle qui s'ensuit, et voilà, tout un tas d'autres examens. Donc j'avais vraiment pas d'autre choix que de me laisser porter et me soigner. Lorsque la médecin urgentiste est entrée dans mon box le 17 février,
C'était à 16h précise, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, elle est rentrée pour m'annoncer qu'ils avaient trouvé une masse au médiastin. Donc, c'est l'enveloppe où il y a le cœur, les poumons, etc. Ma mère m'a appelée en fait à ce moment-là. J'ai donc demandé au médecin de lui répondre. Et c'est elle qui lui a demandé de venir. C'est donc ma mère qui a demandé à mon père par la suite de nous rejoindre au plus vite. Et mes parents savaient que j'étais aux urgences ce jour-là. Donc, c'est malheureusement ma mère qui a dû annoncer la nouvelle à mon frère le soir ou le lendemain, je ne sais plus. Mais aussi à mes grands-parents et d'autres personnes de mon entourage. J'ai quand même informé quelques personnes aussi en employant les vrais termes. Il n'y avait pas à cacher ça ou à tourner ça autrement que le mot cancer ou lymphome d'Hodgkin. Dans tous les cas, tu annonces que tu as un lymphome d'Hodgkin. Les gens vont te répondre qu'est-ce que c'est pour la plupart. Donc j'ai dit cancer. Nous étions à 1 semaine de mon anniversaire à ce moment-là et je me voyais mal annoncer à mes proches que j'avais un cancer en répondant à leurs vœux de bon anniversaire. Effectivement, ça aurait pas trop ça aurait pas trop plu à certains. Mais bon. Le jour où on m'a posé le pack, donc le porte-à-4, ça a été 2 jours après mon anniversaire, donc le 26 février. Quel beau cadeau, me diriez-vous? Donc, c'est pas ce jour-là que j'ai vraiment réalisé ce qui allait se passer. En attendant, l'intervention s'est bien passée en chirurgie, en anesthésie locale. Donc ça a duré vraiment 25 minutes. Et donc c'était très rapide, le personnel très sympa également. Et ça a été. J'ai pas eu trop de douleur et c'était donc rapide. Le début des traitements allait se faire dans 48 heures, donc tout était déjà très bien planifié au niveau du personnel soignant. Mon transfert allait se faire en unité d'hématologie 24 heures après. Donc vraiment, tout était très très bien planifié. J'ai commencé le traitement de chimiothérapie 10 jours après mon passage aux urgences. J'ai été donc transférée en hématologie le 27 février. Le 28 février, j'ai commencé le traitement par une perfusion d'immunothérapie sur 24 heures. Et le samedi 1er mars, la chimio débutait. J'ai vraiment pris conscience à ce moment-là de tout le parcours qui m'attendait. J'étais seule le soir dans ma nouvelle chambre stérile à me poser tout un tas de questions. Questions d'ailleurs que je ne manquais pas de poser à chaque soignant que je voyais. Il faut savoir que je restais 5 jours à chaque cure, soit du vendredi soir au mercredi après-midi. Donc, quand je rentrais le vendredi soir, on me mettait simplement une poche d'hydratation et on commençait la chimio le samedi à 11h avec, à partir de la 2e cure, une injection d'immunothérapie. Vu que j'avais bien toléré la première en perf, on me la faisait en injection sous-cutanée. Ça durait 10 minutes et après on enclenchait la chimio, donc du samedi midi au mercredi midi, début d'après-midi. Donc voilà, mon corps a changé et j'ai accepté ce changement. Oui, le corps change avec la chimiothérapie, ce n'est pas nouveau. Je me souviens du premier jour de chimio où j'ai demandé à mon infirmière si elle pouvait me dire les différents effets secondaires que je pouvais avoir avec le traitement. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Non, car vous allez vous les mettre en tête et en faire une fixette. Donc d'une part, c'était pas plus mal comme ça, je trouve. On m'avait tout de même prévenu que les cheveux tomberaient 15 jours après la première chimiothérapie. Et ça n'a donc pas loupé. Ça peut paraître fou pour certains, mais ça ne m'a rien fait. Ma mère me les a d'abord coupés au carré, puis une infirmière me les a rasés, car ils tombaient par poignées durant la 2e cure. Vous voyez le dessin animé Caillou?
Eh bien, c'était moi. J'en ai rigolé une fois chauve. Pour être honnête, c'était le dernier de mes soucis. Le principal était pour moi de guérir. Les cheveux, c'était secondaire. Je n'ai malheureusement pas pu faire de don de mes cheveux car ils étaient trop abîmés. J'ai moins rigolé par contre quand j'ai perdu cils et sourcils. Je ressemblais littéralement à un cadavre. Désolée du terme, mais c'est la réalité. Mais un peu de maquillage et ça allait. Pour ma part, en globalité, il y a eu une bonne tolérance de la cure. J'avais parfois des maux d'estomac, des nausées, mais j'en informais les infirmières qui me donnaient les médicaments nécessaires pour les stopper. C'est simple, en fait, j'attendais jamais que la douleur s'installe. La pire douleur était le contre-coup d'une injection pour rebooster les globules blancs après la chimio. C'était des douleurs osseuses que j'avais à peu près 4 jours après l'injection qui ne duraient que 24 heures, mais 24 heures de trop. Et ça, donc, après chaque cure de chimio, je peux dire que c'était vraiment ça le pire. Donc, j'avais tout de même du tramadol et de l'acupan pour un peu diminuer la douleur. Mais je sentais quand même. J'ai eu quelques effets secondaires pas terribles après le traitement, durant l'été. Donc, j'ai fini ma dernière chimio le 24 juin, donc durant juillet, août et un peu septembre. J'ai eu comme le jaunissement et la perte des ongles, des mucites également dans la bouche pendant 1 semaine, à ne plus pouvoir parler et du mal, mais beaucoup de mal à déglutir. Mais sur le long terme, c'est une fatigue extrême qui s'est installée et qui persiste un petit peu. Et également la perte de mémoire pour ma part. Et ouais, les oublis, vraiment ça, c'est un poil chiant maintenant, mais ça ira mieux d'ici peu, je l'espère. Dans la vie, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et je pense tenir ça de ma mère. Malgré toutes les épreuves dans la vie, il faut savoir avancer, c'est ce que je me dis. Ce 17 février où l'on m'a annoncé le diagnostic, je savais que j'allais devoir me battre contre ce foutu cancer et qu'il n'y avait pas d'autre choix pour vivre. Il n'y avait même pas de choix à faire, il fallait combattre. Je parle aussi de confiance, donc confiance en soi, en ses capacités, mais aussi en la prise en charge par le corps médical. Je me remercierai d'abord avant de remercier les autres car c'est moi qui ai combattu. J'ai aussi des projets plein la tête et donc je reste positive et optimiste pour les réaliser. Si j'ai tenu pendant cette période, c'est grâce à mes parents, mon frère et mes grands-parents. Effectivement, mes parents et mon frère me rendaient visite tous les jours, ayant droit à 2 personnes autorisées dans la chambre à chaque fois. Mes grands-parents venaient moins souvent car ils voyaient beaucoup de monde à l'extérieur et il ne fallait pas que j'attrape un microbe, donc je les voyais un peu moins souvent. Mais j'oublie pas bien sûr mes 2 chats qui étaient là quand je rentrais à la maison et que j'étais bien contente de retrouver après ces petits séjours à l'hôpital. J'ai aussi des amis qui m'ont rendu visite une fois en surprise. Mes collègues de travail qui me faisaient des signes à travers la fenêtre de ma chambre. Car oui, je travaille sur le même hôpital où je suis suivie. Et j'ai aussi eu de la chance d'être bien entourée depuis le début. Quelques artistes aussi m'ont soutenue. Un rappeur en particulier, Stony Stone, pour ceux qui connaissent, et il m'a rendu même visite avec son équipe à l'hôpital pendant une de mes cure de chimio. Mais surtout, n'oublions pas les soignants qui, je le répéterai jamais assez, jouent un rôle très important dans le parcours. Ce sont ces mêmes personnes que l'on voit plus souvent même que nos proches. Donc, quelle que soit la profession, chacun d'entre eux m'ont écouté, que ce soit une ASH, la psychologue, la socio-esthéticienne ou les médecins et infirmiers. J'ai ce souvenir d'une infirmière le soir de ma biopsie, donc du 18 février 2025, qui m'a dit qu'elle ne m'oublierait jamais.
On a bien discuté cette nuit-là. Eh bien, moi non plus, je ne l'oublierai jamais. J'en parle encore aujourd'hui et j'ai son contact. C'est parfois des personnes que l'on va croiser une fois lors de notre parcours qui vont nous marquer et je leur en serai à jamais reconnaissante. Le 3 septembre 2025, quand mon oncologue m'a dit que j'étais en rémission métabolique complète, j'étais soulagée, contente. Disons que je le savais, plus ou moins, car au dernier TET scan et avant de terminer les 2 dernières cures de chimio, les résultats étaient très bons. C'est là vraiment que tu te rends compte que la vie est belle et mérite d'être vécue. Le soir même, j'ai donc fait l'apéro avec mes parents pour fêter ça. Tous mes proches ont été informés de la bonne nouvelle aussi. Et je dirais que ce jour-là est mon jour de renaissance, effectivement. Je suis une nouvelle personne, j'ai réussi à battre ce foutu cancer après des mois de combat. J'ai changé, j'ai mûri, je ne vois plus du tout les choses de la même manière qu'avant. Le lymphome m'a appris que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut se battre pour réussir. Oui, la maladie m'a transformée. J'ai perdu mes cheveux, j'ai compris qu'il était inutile de se faire du souci dans la vie pour des bêtises. J'essaye de moins râler, de moins procrastiner. C'est dans ces moments-là que tu vois sur qui tu peux compter aussi. Et malheureusement, c'est bien vrai, je l'ai compris. Cette année n'a pas été évidente, même si je trouve avoir bien géré, si je peux dire, tout ce processus, tout ce parcours de soins avec la maladie. Mais j'ai, en plus de tout ça, perdu mon grand-père, un des grands piliers de ma vie, pendant l'une de mes chimios. Ça m'a bouleversée. Pendant toute cette période, j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, de me poser les bonnes questions sur mes projets en cours et à venir. Alors oui, ça a été la pire année de ma vie, mais j'en ressors plus forte que jamais. Mettre des mots sur ce que j'ai traversé, en parler sur les réseaux sociaux et autour de moi, m'a permis de moins me sentir seule, d'une part. J'ai effectivement fait la rencontre de jeunes qui ont traversé la même chose que moi. J'ai aussi pu partager mon expérience avec d'autres patients pendant, par exemple, des ateliers d'éducation thérapeutique à l'hôpital proposés par mon service. En parler sur les réseaux sociaux m'a permis de faire cet épisode de podcast aujourd'hui pour sensibiliser la population. Et je souhaite participer à des journées dédiées. Dans ma région, par exemple, j'ai adhéré d'ailleurs à une association qui s'appelle Association Mathéo, basée aux alentours de Marseille, qui soutient, entre autres, les personnes concernées par les cancers du sang. Ils sont présents dans le service où j'ai été suivie. J'ai beaucoup écrit pendant cette période pour ne pas tout garder en moi, mes émotions ou autres, que parfois on n'ose pas dire à qui que ce soit. Si je devais parler à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un lymphome, je lui dirais qu'il faut se battre dès le départ. Ça ne sera pas facile tous les jours, certes, mais tu vas y arriver. On n'est jamais seul dans cette épreuve. Le personnel médical est présent en permanence, si besoin, et sont d'une aide précieuse dans ton parcours. Tes proches sont là aussi, tu es une personne forte et ne doute jamais de tes capacités.